À la une de l'actualité, PME Magazine célébrera ses 20 ans en janvier 2025. Au programme de la publication du 20e numéro, il est prévu un dîner gala de distinction le 22 janvier prochain. L'information a été donnée par le directeur général du groupe Média lors d'un point de presse. L'attestation de protection des données à caractère personnel de la Banque nationale d'investissement a été officiellement présentée. Une action qui traduit l'engagement de la BNI à une gestion plus optimale des données de sa clientèle. La réforme et le process pour générer une nouvelle facture normalisée électronique étaient à l'ordre du jour d'une session d'information initiée par le patronat ivoirien. La nouvelle facture normalisée électronique entrera en vigueur en 2025. Et la Côte d'Ivoire a accueilli la 17e session de l'organisation régionale antidopage, réunissant à Abidjan les principales instances antidopage de la sous-région. Des précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est l'heure de prendre les nouvelles de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur Business 24 Africa. Le Top 500, l'annuel de PME Magazine du palmarès des 500 premières entreprises de Côte d'Ivoire, célébrera ses 20 ans en janvier 2025. Au programme de la publication du 20e numéro, 2 temps forts, un panel d'analyse de l'évolution de l'économie ivoirienne le 8 janvier et un dîner gala de distinction le 22 janvier 2025. L'information a été donnée par le directeur général du groupe Média lors de point de presse. Les détails avec Issa Badini et Marius Seri. Face à la presse, le directeur général de PME Magazine, c'est lui-là même qui a eu l'idée en 2005 de donner à la Côte d'Ivoire et au monde de l'économie une base de données annuelle des 500 premières entreprises en Côte d'Ivoire, d'où les top 500. 20 ans après, et sans discontinuer, souligne les CEO du premier magazine économique de Côte d'Ivoire, c'est l'ère du bilan. D'où les thèmes des festivités, 20 ans de célébration, quel enseignement. Au menu, des rendez-vous au contenu riche et varié, rassure-t-il. Le premier, c'est un grand panel d'analyse économique que nous allons faire le 8 janvier. Avec des autorités, des ministres, des dirigeants du secteur privé, des dirigeants des groupements professionnels. Nous avons prévu inviter quelqu'un de la Banque mondiale ou du FMI, c'est eux qui suivent un peu l'économie de ce pays, qui font du conseil et tout ça. Un grand panel pour dire, mais sur les 20 ans du top 500, en analysant l'évolution du chiffre d'affaires des 500 premières entreprises de Côte d'Ivoire, quelles leçons on peut tirer. Donc ça, nous allons avoir un grand panel le mercredi 8 janvier 2025. Et nous allons voir un peu quels enseignements on peut tirer du top 500, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. Et puis le deuxième événement, donc, ce sera un dîner gala, un prestigieux dîner gala de distinction. Un prestigieux dîner gala de distinction, et en voici le portrait robot des futurs lauréats. Toutes les 500 entreprises qui sont chaque année dans le top 500 sont méritantes. Maintenant, à l'intérieur de ce classement des méritants, il y en a qui se distinguent. Si on prend le critère du taux de croissance sur les 20 ans, tout à l'heure, je donnais un ou deux exemples. J'ai parlé de la Lonassi qui était à 20-25 milliards de chiffre d'affaires dans le premier top 500 et qui a 83 milliards, à 483 milliards. Jusque l'année prochaine, ils vont dépasser les 500 milliards. Donc, on va calculer le taux de croissance sur ces 20 ans en termes de chiffre d'affaires. Donc, il y aura des prix pour les entreprises qui ont connu les plus grosses progressions sur les 20 ans. On en aura certainement un prix à la cire qui s'est maintenu, première entreprise de Côte d'Ivoire sur les 20 ans. Mercredi 8 janvier 2025, un panel d'analyse de l'évolution de l'économie ivoirienne en 20 ans, un dîner gala de distinction au Sofitel Hôtel Ivoire le 22 janvier. Le chronogramme des festivités des 20 ans des Top 500 est désormais connu. D'ici là, l'on peut parcourir les différentes pages du Top 500 2024, déjà disponibles.
Poursuivons avec la cérémonie de présentation de l'attestation de protection de données à caractère personnel de la Banque nationale d'investissement qui s'est tenue le lundi dernier dans ses locaux dans la commune du Plateau. Cette certification vient marquer l'engagement de l'institution financière à une gestion plus optimale des données de sa clientèle et une offre des services plus sécurisés. Autre précision avec Michel Brou et Enoch Yao. La Banque nationale d'investissement veut offrir des services innovants, mais également conformes aux normes en matière de protection des données. C'est tout l'enjeu à cette cérémonie de présentation de son attestation dans la protection des données à caractère personnel. Dans un monde où les cybermenaces et les violations de données sont de plus en plus fréquentes, la banque a pris la décision proactive de renforcer ses protocoles de sécurité et de transparence. Le directeur général de la BNI a souligné l'importance de cette attestation, témoin de l'engagement de l'institution à protéger les informations personnelles de sa clientèle. Cette attestation a pour nous une valeur extrêmement importante, d'autant plus que ça montre que nous manipulons les données de nos clients avec beaucoup de responsabilité dans le respect de la réglementation en vigueur. Et c'est ce que cette attestation vient dire. Donc normalement, c'est un gage de confiance pour nos clients et également pour l'ensemble de nos partenaires. Et également le symbole d'une bonne gestion et d'une bonne gestion des risques au niveau de la banque. Cette certification a reçu le soutien des experts. Ils ont exhorté l'institution financière à poursuivre dans cette dynamique. Ce qui a milité en faveur de la BNI, c'est la mise en œuvre de politiques, de process, de pratiques les plus exigeantes et les plus conformes par rapport à ce qui est prévu par non seulement la réglementation, mais les best practices et les meilleures pratiques qui existent, et les meilleurs standards qui existent en la matière. L'attestation de protection des données à caractère personnel de la Banque nationale d'investissement ouvre la voie vers un avenir bancaire plus sûr et plus responsable. Le premier City, ou le Salon international de la transformation et de l'industrie, a ouvert ses portes le lundi 18 novembre 2024 à Abidjan, à l'initiative de Challenge Company Involve et parrainé par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le salon a pour objectif de valoriser les produits finis manufacturés en Côte d'Ivoire. Nos reporters Philippe Zabo et Christian Guéhi ont assisté à l'ouverture du City. La première édition du City a eu pour thème productivité, performance, les défis à relever pour l'industrie ivoirienne. Selon le représentant du gouvernement ivoirien, ce thème s'inscrit dans le PND 2021-2025, ce qui signifie que les défis ont été identifiés et sont en phase d'être relevés. Nous venons là de passer en revue tous les défis auxquels les entreprises industrielles sont confrontées, notamment sur les questions d'infrastructures industrielles, sur les questions de financement, donc de l'accès des entreprises et particulièrement des PME au financement, sur les questions d'énergie qui constituent un des facteurs de production importants, donc en termes de coût d'énergie. Nous avons également évoqué les questions d'innovation. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de développement industriel sans intégrer les questions donc, de digitalisation et d'industrie 4.0. Et sur toutes ces questions, le gouvernement est en train de travailler à faire en sorte que l'environnement des affaires soit des plus attrayants, que les PME industrielles puissent bénéficier d'un accompagnement structuré donc pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans leur production et faire en sorte que les entreprises puissent bénéficier également de tout l'accompagnement en matière financière. Le Salon pour la transformation et l'industrie a été organisé par Challenge Company Volt. À côté des panels, il y avait aussi un programme alléchant. Donc on a déjà des panels et une masterclass qui seront organisés et aussi une salle d'exposition, donc avec des exposants sur l'ensemble des 2 jours et de telle sorte à faire en sorte que des échanges soient constitués et faire en sorte aussi que au sortir de ces 2 jours, que des solutions puissent être apportées en termes d'innovation. La première journée du Salon international de la transformation et de l'industrie s'est terminée par une visite de stand.
Le temps de l'ancienne facture normalisée est compté. La nouvelle facture normalisée électronique entrera en vigueur en 2025. Pour ne pas se laisser surprendre, le patronat ivoirien a initié une session d'information animée par la Direction générale des impôts. Cette session d'information avait pour but de présenter la réforme et de montrer le process pour générer une nouvelle facture normalisée électronique. C'était ce mardi 19 novembre à Abidjan. Le reportage est signé Philippe Zabo. Le phénomène est irréversible. Aucune entreprise n'échappera à la digitalisation. Après le e-impôt, la facture normalisée électronique se met en place. D'ailleurs, sa phase pilote a déjà démarré. La Direction générale des impôts, en charge de la réforme, en a informé le patronat ivoirien et ses partenaires au cours d'une session d'information. À partir de 2025, nous allons passer à la dématérialisation de la facture. Et donc, nous aurons à mettre en œuvre le système de facture normalisée électronique, FNE, qui va donc permettre de remplacer la facture normalisée papier et surtout régir les transactions entre les entreprises et leurs clients, tout simplement. Et la particularité de ce système, c'est que tout le monde va travailler à partir d'une plateforme de certification des factures. Quand on enregistre ses achats, qu'on valide dans le système, ça part sur la plateforme. La facture va être certifiée à travers 3 éléments de sécurisation. Après une présentation dans laquelle le représentant des impôts a fait la genèse de la facture normalisée, il s'est prêté aux questions. Ses réponses ont satisfait le public. Oui, nous sommes satisfaits parce que cela va donc dans le sens du partenariat qui est initié depuis plusieurs années entre la Direction générale des impôts et le patronat. Donc, qui initie des réformes. Déjà initié des réformes et le patronat donc apporte, on va dire, sa contribution en termes de critique ou en termes d'amélioration souhaitée de façon telle qu'à la mise en place donc, de la réforme, tout se passe le plus normalement possible pour les entreprises. C'est une réforme majeure parce qu'il s'agit donc de la facture normale électronique normalisée. Et donc ça veut dire que ça concerne l'ensemble des entreprises et l'ensemble donc des intervenants dans l'économie ivoirienne. En plus de la CGC, d'autres fêtières comme la FIPME, la Chambre de commerce ont pris part à cette session d'information. Poursuivons avec cette cérémonie de graduation. L'Université des Lagunes située à la Riviera à Cocody a célébré la remise des diplômes de la promotion 2021-2024, marquant la fin du cycle de licence pour plus de 90 étudiants. La cérémonie s'est tenue le week-end dernier dans l'amphithéâtre Charles Konan-Banny en présence de familles, amis et proches rassemblés pour soutenir les nouveaux diplômés. C'est dans une ambiance empreinte de joie et de fierté que ces récipiendaires ont reçu leur parchemin. Parents et amis ont afflué en nombre pour féliciter ces étudiants qui se sont distingués dans des filières telles que le droit, les mathématiques et les finances. Moment de joie pour ces diplômés sortis majors de leur filière. Je suis très heureuse parce que je suis sortie major de ma promo. Je suis contente parce que j'ai honoré ma famille et je suis allée au-delà de mes capacités. J'aimerais être analyste financière, donc je compte continuer mes études en Master 1, Master 2 et si possible, aller continuer mes études à l'étranger. Ces années n'ont pas été faciles, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu exceller dans mon domaine. Même si je suis entrée ici après avoir fait une série A2, j'ai pu exceller, même j'ai été major. Je remercie le Seigneur aussi pour cela. Le président de l'Université des Lagunes, Dr Comouin François, a encouragé les lauréats à continuer sur la voie de l'excellence et de la discipline. C'est toujours de rechercher l'excellence, de ne pas baisser les bras parce que la licence n'est que le premier diplôme. Dans le système MD, il y a le master et après le doctorat. Et donc le message que je lance, c'est de continuer à bien travailler, d'être toujours sérieux, discipliné, pour qu'ils puissent obtenir le master avec beaucoup de brio comme ils ont obtenu la licence. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère chaleureuse, marquée par des félicitations des familles et des photos souvenirs.
Et toujours en distinction, le week-end dernier, l'école Jean-Louis Lobé Académie et Conseil a célébré la réussite de plus de 80 étudiants lors d'une cérémonie de remise de certificats de fin de formation. Ces diplômés ont suivi avec succès des programmes spécialisés dans divers domaines. L'événement qui marque la 3e promotion de l'académie s'est tenu au Carré Massina, centre des affaires de l'aéroport. Le reportage est signé Doumbia Yuba dans un commentaire de Zénab Dosso. Cette remise de certificats aux étudiants de la 3e promotion de l'école Jean-Louis Lobé Académie et Conseil a été un véritable succès. Au total, 80 étudiants ayant suivi 10 mois de cours intensifs dans les domaines du droit pratique, de la pratique juridique et judiciaire ainsi que la pratique immobilière ont reçu leur certificat de fin de formation devant parents, amis et formateurs. Les diplômés, visiblement heureux, ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation reçue. Quand j'ai commencé la formation, j'ai vraiment compris que c'était pas tout qu'on nous donnait à l'école. Il y avait vraiment beaucoup plus encore à apprendre. Et donc Jean-Louis Lobé Académie m'a permis d'avoir des choses que l'école ne m'a pas données. Le programme de formation proposé par l'Académie et Conseil Jean-Louis Lobé est également connu sous les intitulés Draft et coupetage juridique et Université d'été de la pratique immobilière. Son objectif principal est de réduire le taux de chômage en offrant une formation pratique et en facilitant l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Les universités forment, les écoles forment, mais le monde de l'entreprise a ses réalités. Et le monde de l'entreprise attend des produits quasi finis pour pouvoir aider à accroître leur chiffre d'affaires. Et nous nous situons dans ce creux-là pour aider la jeunesse ivoirienne, titulaire de diplôme, à pouvoir s'insérer facilement en leur donnant les outils, les rudiments nécessaires au monde de l'entreprise. Donc la cérémonie de ce jour est une saine convocation à la présentation des récipiendaires de nos formations pratiques. Donc c'est des mots d'encouragement et de félicitations que M. le ministre voudrait leur adresser. Et aussi féliciter la structure qui les a formés pour l'initiative qui a été prise et pour la pertinence des formations qui ont été administrées à ces jeunes et à des personnes même déjà en activité. L'école Jean-Louis Lobé Académie et Conseil est un institut de formation professionnelle spécialisée dans le domaine du droit immobilier et des disciplines associées. À leur tour, une soixantaine d'étudiants issus de diverses écoles d'enseignement supérieur ont reçu leur certificat de fin de formation en logiciel BTP. C'était à l'occasion de la 2e édition de remise de diplôme organisée par le cabinet de formation professionnelle Agri-Limpass le week-end dernier à la mairie d'Adjamé. Nos témoins, Walter Kofi et Setek ici. Ils répondent à un défi de formation dans une industrie du BTP à l'ère des nouvelles technologies et de l'innovation. Ces étudiants sortent d'un apprentissage de 1 à 3 mois pendant lesquels ils se sont vus former dans les logiciels BTP, Archicad et Twinmotion. Maîtrise de la modélisation et de la conception architecturale à l'aide d'outils informatiques et numériques font partie de leurs nouvelles compétences. La cérémonie de remise de certificat a été marquée par la présence de Farikou Soumaro, député maire de la commune d'Adjamé, qui a prodigué des conseils aux étudiants. Je suis très heureux ce matin de vous recevoir ici à la mairie et je tiens à vous féliciter, à vous encourager et à vous soutenir car on ne peut rien faire aujourd'hui sans qu'on ait une certaine technicité qui puisse aider nos populations à vivre décemment. Bon, je dois avouer que la formation était vraiment endurante, était vraiment dure, puisque c'était en plus des cours, on faisait la formation, mais c'était très excellent parce qu'au final, on a appris quelque chose que vraiment, je ne sais pas où on aurait pu apprendre ça. Et ça me fait plaisir de savoir que tout ce que nous avons appris influence vraiment le secteur de construction. Cette session de formation, qui est à sa 2e édition, a été assurée par le cabinet de formation
professionnel AgriClimpa, dont l'un des objectifs est d'accroître l'employabilité de la jeunesse. Personnellement, à l'aide de l'intelligence artificielle, nous parlons plus du domaine informatique. Et la majorité de nos étudiants n'ont pas cet outil-là. On ne développe pas ça beaucoup dans nos écoles. Et c'est pour nous une manière de leur dire que c'est vraiment incontournable. AgriClimpa est une plateforme d'échange sur l'agriculture, l'environnement et le climat. Aujourd'hui, face au dérèglement climatique, la question de la sécurité alimentaire se pose. Ainsi, à travers AgriClimpa, des réflexions pour une agriculture durable face au climat sont menées. La structure propose aussi des sessions de formation. On s'intéresse à présent à la santé publique. La plateforme internationale de chercheurs IPORA, section Côte d'Ivoire, vient de clore un séminaire scientifique de 5 jours à Grand-Bassam. Les discussions ont porté sur des thèmes cruciaux de santé et de nutrition avec pour objectif l'amélioration des politiques publiques dans ces domaines. Aïssata Koni et Salomon Ndrin. Aider le gouvernement à de meilleures prises de décision en matière de santé et de nutrition à travers des recherches. L'un des objectifs de ce séminaire scientifique à Grand-Bassam. Après 5 jours d'intenses échanges, 3 projets de recherche pour 2025 ont été validés. Dans un premier temps, le comportement alimentaire en lien avec les maladies métaboliques et ensuite un thème qui a trait aux inégalités socio-économiques et un troisième thème, c'est les pesanteurs socio-économiques en lien toujours avec la nutrition. Ces chercheurs interdisciplinaires ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes satisfaits parce que nous sommes une structure de coordination des activités de nutrition au niveau national. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre de décision sans s'appuyer sur des données de recherche, sur des données factuelles, sur des données qui sont scientifiquement prouvées. Donc il parle de nutrition, parle un peu d'économie, parle de sociologie. Il y a toute cette dimension-là avec même la multisectorialité. Donc voilà. Nous, en tant que sociologues de la santé, c'est très important pour nous de s'intéresser à tout ce qui intéresse la vie humaine, tout ce qui intéresse la société et tout ce qui intéresse les interactions entre les hommes et l'environnement qui les entoure. L'IPORA section Côte d'Ivoire, une nouvelle expertise salutaire. Là, on trouve une synergie entre le décideur et le chercheur. Donc la décision doit être orientée par des résultats de recherche. Voilà. Autre mission de l'IPORA, contribuer à la formation des doctorants, des recherches postdoctorales et au renforcement de la coopération nord-sud en matière scientifique avec l'alliance de 4 universités membres, celle de Bordeaux, l'Université internationale de Rabat, d'Addis Abeba et Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La Côte d'Ivoire a accueilli la 17e session de l'organisation régionale antidopage, réunissant à Abidjan les principales instances antidopage de la sous-région. Pendant 2 jours, les participants ont dressé le bilan des actions menées en 2024, également les perspectives pour les années à venir. Un rendez-vous crucial pour renforcer la lutte contre le dopage et promouvoir un sport sain et équitable en Afrique de l'Ouest. Le témoignage de Fulgence Canon, commenté par Alanitoua. La 17e session de l'organisation régionale antidopage, aura d'un sigle, s'est ouverte par un vibrant hommage au professeur Constant Roux, décédé le 18 juillet 2024 à Paris. Ancien président du Comité national de lutte antidopage, il a marqué de son empreinte la lutte contre le dopage en Côte d'Ivoire. Dans son discours d'ouverture, le docteur Kofi Jean-Serge, actuel président, a salué l'engagement et les réalisations de son prédécesseur, soulignant son impact indéniable dans le combat pour un sport équitable et sans dopage. Mais c'est tout naturellement une fierté pour la Côte d'Ivoire, bien entendu, dans un premier temps. Mais aussi, c'est pour nous un devoir, bien entendu, en tant que pays. La Côte d'Ivoire, comme j'ai dit tantôt, est un pays émergent. Donc la Côte d'Ivoire voudrait s'affirmer dans tous les domaines. Et le sport est un instrument d'influence des États. Le sport est une activité industrielle, bien entendu, mais aussi un instrument d'influence des États. Et la Côte d'Ivoire entend s'affirmer, bien entendu, par le sport, entend changer la donne par le sport. Cette session de 2 jours a pour objectif de faire le bilan des actions menées en 2024 et d'élaborer des perspectives concrètes pour l'avenir de l'organisation. Au cœur des discussions,
les membres de l'ORAD s'attacheront à renforcer la politique de lutte antidopage à travers des stratégies efficaces et une gouvernance améliorée. Cette rencontre sera également l'occasion d'examiner les rencontres d'intensifier la mobilisation internationale contre le dopage et de mettre à jour les programmes nationaux pour une mise en œuvre optimale. Il faut savoir que c'est un atelier qui se tient régulièrement entre les différents représentants pays de l'organisation régionale antidopage. Cette année, nous sommes à la 17e réunion. Et cette 17e réunion va faire le bilan des activités écoulées. Tout ce qui s'est passé durant l'année 2024 et en abordant un peu 2023. Et nous allons tracer les perspectives pour les années à venir. En marge de cette rencontre, un programme de formation pour 10 nouveaux agents de contrôle antidopage a été finalisé, renforçant ainsi les capacités opérationnelles de l'ORAD. Un petit voyage touristique, mais on reste en Côte d'Ivoire. Elles sont en compétition pour la couronne de Miss France 2025. Mais avant, elles se sont offertes la destination Côte d'Ivoire, ou si vous voulez, Sublime Côte d'Ivoire. Elles, ce sont les candidates, 30 au total de Miss France. Elles sont au bord de la lagune Ébrié. Que viennent-elles faire en Côte d'Ivoire? La réponse avec Issa Badini et Maru Seri. Une à une, elles font leur entrée dans cette salle des fêtes du Sofitel Hôtel d'Ivoire sous les acclamations. Un défilé avant l'heure, mais un défilé tout de même pour ces 30 Miss régionales de France qui, pour la quasi-totalité, débarquent en Côte d'Ivoire, voire l'Afrique, pour la toute première fois. Un voyage voulu par la société Miss France, pour une simple raison. C'est déjà de faire découvrir ce magnifique pays, de le mettre en lumière, auprès de la France et puis d'autres territoires, puisque Miss France est regardée partout dans le monde. Je reviens de Miss Univers, j'y étais il y a 3 jours, et ce qui était étonnant, c'est que toutes les délégations de Miss Univers savaient que les candidates allaient partir en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a une appétence pour cette destination. Et puis le but aussi, c'est de renforcer les liens que nous avons entre nos deux pays, et peut-être aussi avec le comité Miss Côte d'Ivoire. Cette escapade hors de France, une première pour cette société, et c'est le pays de Miss Olivia Yassé qui a été retenu. Pour les ministres ivoiriens du tourisme, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire présente un tableau touristique attrayant. Notre plus grande réussite, c'est la population très accueillante, très enraciné dans la tradition, mais aussi dans la modernité, avec un pays qui bouge. L'économie de la Côte d'Ivoire figure au nombre des 10 économies les plus performantes du continent. Et parmi ces 10 économies les plus performantes, nous avons le plus petit territoire. Et ce qui fait la différence, c'est la qualité des hommes qui incarnent ce pays. Et pourquoi pas surfer sur les projecteurs de cette visite touristique des 30 canons de beauté venus de l'Hexagone? Siandou Fofana ne voit en tout cas aucun inconvénient. L'État aura à récolter les dividendes parce que pendant 8 jours, nous devenons la vitrine de toutes ces belles dames, de tous ceux que vous voyez ici et qui font l'attraction du monde et particulièrement de la France, parce que la France, n'oublions pas, à l'international, hors Afrique, c'est notre premier marché émetteur de trafic en direction de la Côte d'Ivoire. Une semaine, c'est le temps que les 30 candidates Miss France 2025 et plusieurs anciennes Miss France vont séjourner en Côte d'Ivoire. La forêt du Banco, la baie des Sirènes et bien d'autres sites touristiques sont inscrits dans leur carnet de visite. Quant à savoir laquelle des 30 candidates va succéder à Eve Gilles, Miss France 2024, rendez-vous le 14 décembre prochain à l'Arena Futuroscope au sud-est de Paris. Crop Life Africa, une association à but non lucratif qui représente l'industrie en collaboration avec le programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique, a organisé un atelier de formation sur la gestion de la résistance des produits agricoles, entre autres le coton, pour pouvoir mettre en œuvre une application de maintien en bonne et due forme de ces produits avant et après l'exploitation, une initiative bénéfique pour les travailleurs du PRPK qui, après leur formation, se disent satisfaits. Indrin Salomon et Alain Nitoua.
Pour lutter contre les espèces invasives qui attaquent la culture, CropLife Afrique et Moyen-Orient a formé plus de 25 chercheurs du programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique, PRPK. Objectif, mettre fin à la gestion de la résistance qui prend place et détruit les productions agricoles. Une initiative qui réjouit les participants et qui est soutenue par le ministère de l'Agriculture, représenté par le vice-directeur de la protection des cultures. C'est un programme, j'ai envie de dire, précurseur, parce que la résistance aujourd'hui provoque des baisses de rendement. Pour expliquer peut-être un peu rapidement ce phénomène-là, c'est le fait que l'utilisation de certains produits phytosanitaires, si vous voulez, de certains pesticides, ne marche pas aussi bien qu'au début de l'utilisation de ces produits-là. Et donc on commence à parler d'accoutumance et après on parle de résistance. En tant que régulateur, les recommandations de cet atelier, nous pourrons les récupérer et les transcrire, si vous voulez, en des règles. Ibrahim Traoré, consultant coordonnateur de CropLife, revient sur l'importance de cet atelier dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait une intervention pour donner l'importance pour l'agriculture durable d'ateliers de formation et d'amélioration bien sûr des connaissances techniques par rapport à tout ce que nous avons comme attaque de nos cultures. Puisque ces cultures que nous faisons, notamment le coton, présentent un intérêt économique pour la Côte d'Ivoire. Le séminaire vient à peine de commencer, mais déjà lorsqu'on analyse le thème qui est la gestion de la résistance des ravageurs, en lui-même, il est important. Parce qu'un produit peut être efficace, mais s'il n'est pas utilisé dans les conditions optimales, il devient inefficace. CropLife est une association à but non lucratif et représente l'industrie, précisément les firmes phytosanitaires, les grandes multinationales qui travaillent dans le domaine des intérêts agricoles. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire continue de renforcer son assise sur un socle de plus en plus solide. Récemment, elle a consacré 5 pasteurs, docteurs, notamment en théologie, en dogme et en sciences religieuses. Ces hommes de Dieu travailleront aux côtés des autres pasteurs de l'Église à éclairer, encadrer, former et accompagner le peuple de Dieu et la société. Le récit de Mondésir Nascimento. Afin de relever les défis en termes d'évangélisation et d'encadrement spirituel des fidèles, l'EMUCI, Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, s'est enrichi de 5 nouveaux pasteurs docteurs. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, les a officiellement consacrés. Les 5 nouveaux pasteurs docteurs consacrés ont été présentés aux fidèles de l'Église. Ils ont été formés à l'Institut ISTA, diplômés entre autres en théologie, en dogme et sciences religieuses option religion africaine. Ils travailleront aux côtés des autres pasteurs de l'Église à éclairer, encadrer, former et accompagner le peuple de Dieu. Le bishop Benjamin Boni, au cours de la cérémonie, a rendu grâce à Dieu pour ces nouveaux serviteurs qui renforceront le socle de la religion. Il a ensuite appelé l'Église à la formation des ressources humaines pour permettre à l'Afrique de continuer à bénéficier des dons de Dieu. Aussi parce que, voyez-vous, frères et sœurs africains, nous connaissons tous la situation de l'Afrique. Premier continent du monde, mais qui est relégué à l'arrière-plan et qui ne vaut, au point de vue commercial, qu'entre 2 et 4% du commerce mondial. Sur tous les plans, nous occupons la dernière place, vrai ou faux? Le temps a sonné où les Africains que nous sommes, nous devons rester debout pour faire valoir toutes les grâces que Dieu a accordées à l'Afrique. Ce moment exceptionnel est la preuve irréfragable de la vision du bishop de voir notre Église occuper la tête de pont de la formation théologique et académique. Nous nous félicitons de cette vision du bishop que nous essayons de perpétuer
à travers nos discours et nos actions. Les nouveaux pasteurs docteurs ont réitéré leur engagement à l'Église, contribuer au rayonnement de l'Évangile, mais aussi à la formation et l'encadrement des fidèles. Nous sommes engagés sur cette voie pour mieux contribuer à l'épanouissement de l'Évangile sur la terre africaine et par-delà les continents. Mais apporter un peu plus encore à nos frères et sœurs africains une meilleure connaissance, une meilleure façon de comprendre l'Évangile. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire est une confession méthodiste fondée en 1914 par les missions anglaises basées en Gold Coast. Elle est dirigée par le bishop Benjamin Bonny. Et pour terminer, nous nous intéressons à Adiaké, à des universitaires de divers horizons qui se sont réunis pour réfléchir sur le système de santé des Akans, une plateforme transdisciplinaire qui questionne la relation entre tradition symbolique et médecine moderne, les grands axes de ce colloque et les enjeux pour l'avenir des systèmes de santé dans l'espace Akan avec notre reporter Emmanuel Kwaku. Perception et pratique de santé chez les populations Akan, c'est le thème qui réunit à Adiaké des universitaires ivoiriens de la sous-région et de pays d'Europe dans le cadre du colloque international transdisciplinaire sur les peuples Akan. Objectif, offrir une plateforme de réflexion sur l'existence des peuples Akan et sur leur devenir, notamment sur le système de santé de ces peuples. Les peuples Akan, depuis les origines jusque maintenant, ont une manière de concevoir la santé. Et cette conception est importante pour nous. Il faut qu'on sache comment les Akans perçoivent la santé, mais en même temps, après cette perception, comment ils appliquent la santé de façon concrète. Pendant 3 jours, ces universitaires mèneront la réflexion sur 3 axes, à savoir culture, société, tradition et santé chez les Akans, fonction du système sanitaire moderne et conventionnel en lien avec le pays Akan et outils de gestion et de gouvernance des systèmes sanitaires dans l'espace Akan. La leçon inaugurale de ce colloque a été présentée par le professeur Dédi Seri. Au cœur de son intervention, comment rapprocher un système de santé Akan fondé sur la symbolique et le divin d'un système occidental qui attribue à la maladie une origine biomédicale. Sur les Agnis Samui en particulier, 90% des gens considèrent la maladie comme d'origine non biomédicale, mais d'origine symbolique, surnaturelle. Et cela, du point de vue de l'itinéraire thérapeutique, les éloigne fondamentalement de la biomédecine, c'est-à-dire les maternités, les dispensaires. Maintenant, que faire? Que faire? Le que faire passe par la recherche. On peut faire collaborer ce qu'on appelle traditionnellement la sorcellerie qui existe. On peut la faire collaborer avec la science elle-même. Ce colloque bénéficie du soutien des autorités et cadres du Sud Komwe, dont le sénateur Bernard Ewi-Koutoua et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Akaolé. Je voudrais, pour ma part, prendre à mon compte les objectifs de ces assises et les attentes et me réjouir particulièrement de ce que d'éminents universitaires et hommes de sciences se penchent sur des catégories des traditions africaines et mènent des réflexions qui s'articulent autour du vécu propre de nos peuples. Les 2 premières éditions de ce colloque biennal avaient exploré les origines des Akans et leur contribution au développement des nations où ils vivent. C'est sur cette information que nous refermons cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Je vous retrouve dans nos heures habituelles de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.